Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Valentina Vologni, je suis chef de projet au pôle de compétitivité Cap Énergie et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde qui a par titre Énergie et cybersécurité, duo vital pour un avenir durable. Donc on en parle aujourd'hui avec nos trois intervenants. Juste pour faire une toute petite introduction sur le sujet, comme vous savez, le secteur de l'énergie, c'est un secteur vital dans un pays. Mais il est aussi sujet à plusieurs attaques malveillantes, des cyberattaques. Donc il faut bien se préparer pour éviter des conséquences graves dans le pays. Donc on en parle aujourd'hui avec Rodrigue Germani. Donc Rodrigue Germani, ton parcours, tu as été ingénieur chez Orange Télécom, tu as été consultant indépendant dans les télécoms, créateur d'entreprise, tu as fait un passage à Systématique, pôle de compétitivité à Paris. Et maintenant, tu es adjoint au responsable de cyber à l'INRIA. Voilà, bienvenue. Nicolas Breton. Donc, Nicolas, tu es ingénieur économiste de l'énergie. Tu as commencé ta carrière chez Deloitte Développement Durable. Et en 2011, tu as créé une structure dédiée au projet d'éco-conception orientée sur énergie et construction. Tu as été consultant chez AFCOR. Et depuis 2021, tu es chef de bureau énergie, transport et environnement à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Bienvenue. Et Jordan Babel. Donc Jordan, tu es ingénieur arts et métiers. Tu as intégré les services opérationnels d'Enedis, travaillant avec les équipes terrain. Tu as fait du pilotage d'activité, du management. Et donc depuis 2021, tu es référent régional cyber Alpes et Sillon-Rhodanien. Bienvenue Jordan. Donc, on va démarrer notre table ronde par une petite présentation de chacune de vos structures et de vos rôles respectifs. Donc, on va commencer par Rodrigue. Donc, tu es à l'INRIA et tu es basé au campus cyber. Donc, le campus cyber, c'est un lieu totem de la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les missions et les objectifs de l'INRIA et comment vous vous positionnez au sein du campus cyber? Oui, bonjour, donc Rodrigue Germani. Donc, alors, INRIA, c'est un institut de recherche en sciences et technologies du numérique, donc créé en 1966 suite à l'idée de l'État de monter le plan calcul, doté de la France de capacités en informatique, sous l'impulsion du général de Gaulle. Donc, ça, c'est pour. INRIA est toujours resté très positionné dans le domaine du numérique. Donc, aujourd'hui, INRIA, c'est environ 3900 chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là. Au niveau de la structuration, c'est environ 215 équipes de recherche, donc spécialisées dans plusieurs domaines. Donc, il y a la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la santé, divers domaines, en relation très étroite avec les universités françaises, puisque les équipes en général sont communes aux équipes dans les universités. INRIA, dans son ADN, est resté très positionné dans le domaine de l'innovation technologique et aussi tout ce qui est l'entrepreneuriat, donc avec des relations assez privilégiées avec les entreprises pour justement travailler sur un certain nombre de défis technologiques. Donc, dans les différents programmes, donc, il y a le programme cybersécurité. Donc, le programme cybersécurité, on est assez actif sur deux sujets. Donc, le premier, c'est le programme des équipements prioritaires de recherche. Qui est un programme sur des TRL un peu plus risqués, du moins c'est un peu plus bas, des TRL beaucoup plus bas. Et il y a le PTCC qui est le programme de transfert au sein du campus cyber qui a vocation à justement créer ce lien entre la communauté recherche et l'industrie. Donc voilà. Donc ça c'est le premier programme PEPA, c'est un programme de 66 millions d'euros dans lequel il y a le CNRS et le CEA en copilotage, et sur le PTCC nous sommes pilotes pour le compte de l'ensemble de la communauté académique. Donc voilà. Merci Rodrigue. Jordan, pour Enedis. Donc, le système d'information d'Enedis est bien sûr aussi sujet exposé à des menaces diverses et évolutives. Quel est le rôle en général d'Enedis et quelles seraient les conséquences d'un attaque cyber pour l'entreprise et les utilisateurs finaux? Alors, je vais commencer par un exemple. Je vais essayer de ne pas vous casser les oreilles tout de suite avec les effets Larsen, je suis désolé. Je vais commencer par un exemple en fait, qui peut permettre de mettre en lumière ce qui se passerait si Enedis était impacté au sens large. Alors je vous transpose en 2014,
la Russie se décide à envahir la Crimée. Quand ils lancent leur attaque militaire, ils lancent une attaque informatique sur l'équivalent de ce qu'on appelle les agences de conduite. En fait, c'est les services qui vont piloter le réseau à distance, donc des gros interrupteurs, on parle du 20 000 volts, etc. Je ne vous fais pas un cours de réseau, rassurez-vous. En faisant ça, ils provoquent un blackout dans le pays sur à peu près 6 heures. Alors au début, ils avaient des ambitions de détruire du matériel qu'ils n'ont pas réussi à faire, mais on voit quand même qu'il y a une déstabilisation forte. Alors si on transpose à Enedis, on imagine très bien une grande puissance internationale qui voudrait nous impacter, pourrait essayer à distance, via une attaque informatique, de couper l'alimentation électrique chez les clients particuliers et un grand nombre d'entreprises dont l'électricité est distribuée par Enedis. On peut aussi imaginer qu'il y ait des conséquences qui soient peut-être moins directes qu'une coupure électrique, mais par exemple de la fuite de données sur toutes les données que nous avons concernant nos clients, de façon à favoriser un fournisseur d'électricité par rapport à un autre qui aurait des éléments qui seraient, on va dire, qui poseraient des problèmes concurrentiels. Et aussi, on peut imaginer tout simplement des groupes de hackers qui essayent de nous pirater pour nous demander des rançons et potentiellement bloquer un certain nombre de missions de services publics qui sont assurés par Enedis. Donc, pour en revenir à notre mission concrète, le job d'Enedis, c'est d'assurer une distribution de l'électricité avec un niveau de qualité, une disponibilité. Alors, pour parler simplement, c'est que vous ayez du courant le plus souvent possible chez vous et qu'il y ait le minimum de coupures, puis que vous ayez votre lampe, elle n'est pas des intensités qui varient un petit peu tout le temps dès que le voisin lance sa pompe à chaleur, en fait, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de constat. Et pour assurer ces missions, on a tout un tas de choses qui entrent en jeu, du pilotage électronique, informatique. On a aussi tout un tas de nouveaux systèmes qui vont intervenir sur les réseaux. Donc par exemple la recharge des véhicules électriques. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les pilote? Est-ce qu'on s'autorise à récupérer une partie de l'énergie à certains moments? On a toutes les productions décentralisées, photovoltaïques, microcentrales. Et en fait, tous ces systèmes-là, c'est autant de nouvelles technologies qui vont nous aider à passer un cap environnemental, mais qui offrent une surface d'attaque pour des acteurs malveillants. Et donc nous, Enedis, notre enjeu, c'est de garantir que toutes ces nouvelles technologies n'offrent pas de surface d'attaque trop importante, d'accompagner les personnes qui les mettent en œuvre, de façon à ce que vous, en tant qu'utilisateur, vous ne soyez pas impacté par une personne malveillante qui aurait réussi à trouver une faille, par exemple. Super, merci beaucoup Jordan. Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler les objectifs, les missions de l'ANSSI et quelle est l'articulation avec le secteur de l'énergie? Oui, bien sûr. Donc l'ANSSI, nous sommes l'autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. On est rattaché directement au SGDSN, qui est le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Et on est un service de la Première ministre actuellement. L'ANSSI, son rôle, c'est finalement de construire et d'organiser la protection de la nation en matière de sécurité numérique, et ce exclusivement en matière de défense, évidemment. On a plusieurs cordes à notre arc, on va dire. Tout d'abord en matière de défense. Donc notre première carte, c'est de finalement pouvoir secourir nos bénéficiaires en cas de situation, en cas d'attaque. Pouvoir venir pallier à une situation et, le cas échéant, les accompagner dans la remédiation, dans la reconstruction de leur réseau. Notre deuxième compétence, c'est de connaître la menace, connaître les risques, donc développer des méthodologies qui nous permettent de mieux savoir ce qui se passe, puisqu'on le visualise de plus en plus. Les cyberattaquants étant de plus en plus organisés, évidemment, de notre côté également, on a besoin de construire des outils qui nous permettent d'être de plus en plus lucides par rapport à la situation et par rapport aussi pour nous permettre, en cas de situation, de bien comprendre quel est le profil de l'attaquant et du coup quelle va être la manière dont on va s'y prendre pour remédier à une situation. Notre troisième composante, c'est finalement de partager, donc de construire un maximum d'outils pour mettre à disposition de la société des capacités ou plutôt des connaissances qui leur permettront de monter en compétences. En l'occurrence, si par exemple vous êtes plutôt branché réseau,
on propose un guide qui vous aide à construire une infrastructure sécurisée au sein de votre structure. Si vous êtes plutôt une PME, on va vous donner les bonnes pratiques en matière de cybersécurité orientées sur votre profil de structure d'organisation. Voilà. Et ensuite, notre dernier gros trait caractéristique, c'est d'accompagner, donc d'accompagner la production des politiques publiques et évidemment d'accompagner leur mise en application et de construire un écosystème de confiance via des prestations ou des services en matière de cybersécurité. D'accord, merci Nicolas. Si on rentre un petit peu plus dans le détail du campus cyber, donc ça fait 1 an que INRIA est installé au campus cyber à Paris. Quel est ton retour d'expérience, Rodrigue, là-dessus, et comment tu vois l'écosystème de la cybersécurité, comment il s'organise aujourd'hui? Alors effectivement, au niveau national, il y a un campus cyber qui est positionné au niveau de la Défense. Il va y avoir des déclinaisons dans chacune des régions. Il y a des jeunes premières, il y en a 2 au moins qui ont déjà un campus cyber, c'est à Bordeaux et à Lille, donc Euratechnologie à Lille et Bordeaux, je ne me rappelle plus du nom. Donc ces campus cyber sont en train de se déployer au niveau des régions, donc il y a une coordination qui se met en place au niveau national. Donc au sein du campus cyber, donc INRIA pilote le volet recherche et il va y avoir un déploiement des activités qu'on mènera au sein du campus cyber national pour toutes les régions. Alors, les sigles PTCC, Programme de transfert au campus cyber, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est 4 objets, en gros. Donc, l'idée, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a un programme qui est le PEPR, qui est un programme prioritaire pour les équipements de recherche, qui travaille sur des TRL un peu plus bas. Nous, au niveau du PTCC, c'est des TRL légèrement plus élevés, donc c'est avec des capacités de transfert vers l'industrie. Donc on mettra en place des appels à projets qui vont permettre justement pour la communauté académique de mettre en place des projets de recherche en complémentarité des 10 premiers projets qui ont déjà été financés dans le cadre du PEPR. Ce sont des projets de recherche. Donc au niveau du PEPR aujourd'hui, donc il y a des projets sur le volet privacy. Il y en a un sur la sécurité des protocoles, la sécurité des calculs, un autre sur l'analyse de malware, un sur la sécurité des IoT, un sur la sécurité multimédia, donc sur tout ce qui est aussi l'analyse des vulnérabilités. Voilà, donc il y a différents. Alors au niveau du PTCC, donc il y aura 5 projets supplémentaires qui vont être financés de l'ordre de 1,3 million d'euros, qui vont permettre à des acteurs académiques de se mettre ensemble justement sur des projets stratégiques. Et il va y avoir aussi une vingtaine de projets de transfert. Et là, ça concerne plus le monde de l'industrie. Peut-être que vous, au niveau vous avez tout un ensemble de problématiques, on va dire, des verrous à lever sur un certain nombre de sujets. Et potentiellement, il y a des académiques qui travaillent sur ces sujets-là. Donc l'idée, c'est de voir comment on pourrait transférer cette propriété du monde académique vers l'industrie. Donc ça fait partie du programme. Il y a un volet qui est plutôt autour de l'entrepreneuriat. Donc au sein d'INRIA, on a mis en place INRIA Startup Studio qui intervient en pré-CABIS, juste avant la création de l'entreprise. Donc aider le chercheur ou l'acteur industriel qui veut développer son entreprise et qui veut avoir un certain nombre de conseils en amont du CABIS. Donc ça, c'est un programme d'accompagnement pour aider à la conception du projet. Et tout en lien, en connexion tout ça avec le Cyber Booster qui est positionné au niveau du campus cyber, qui intervient en post-CABIS pour accompagner à la première levée de fonds. Donc ça, c'est bien développement de la proposition de valeur. Ça, c'est le deuxième sujet sur lequel on travaille. Il y a un troisième sujet au sein du programme qui sera plutôt sur le volet formation. Donc, on travaille bien sûr avec Annecy, qui est notre partenaire assez stratégique sur tous ces volets-là. On a une équipe commune qu'on est en train d'explorer de la recherche sur la partie quantique en particulier. Mais sur le volet formation, donc l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui il y a tout un ensemble de sujets très pointus qui vont permettre un positionnement efficace des entreprises à horizon 10 ans. Donc les identifier, apporter les compétences scientifiques et techniques vis-à-vis des entreprises. Donc ça c'est sur le volet formation.
Et un quatrième volet qui est plus autour des services à la communauté, donc avec tout le déploiement des campus cyber qui va se mettre en place au niveau des régions. Donc l'idée, c'est de mettre en place des plateformes, par exemple, un sujet qui est d'actualité, comment répondre à cette question, comment créer un environnement qui va permettre de partager de la donnée en toute sécurité, donc mettre en place une plateforme, gérer les problématiques d'accès, l'anonymisation, c'est un vrai sujet scientifique. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, et on a aussi mis en place Fab Lab, dans lequel on a un Cyber Range qui va permettre de tester aussi pour les industriels tout un ensemble de prototypes, et aussi voir aussi comment travailler le sujet du jumeau numérique, plutôt que d'aller casser des machines dans la réalité, travailler dans des environnements plus virtuels. Et là, c'est de l'apprentissage pour les équipes, renfort de compétences, etc. Voilà, ça donne un peu... Donc oui, plein d'opportunités d'accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise, même avant, des opportunités de formation continue. Donc voilà, c'est super, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas à contacter Rodrigue. Et maintenant, pour passer peut-être sous un angle un peu plus opérationnel, je voulais savoir comment Enedis met en place la sensibilisation auprès de ses équipes. Quelles sont les bonnes pratiques à retenir? Et est-ce que si on est bien protégé par le logiciel, on peut être tranquille ou pas? Alors, moi, je vais toujours répondre par des exemples. Globalement, dans le monde, sur toutes les attaques informatiques qui arrivent au bout, c'est-à-dire que le hacker a obtenu ce qu'il voulait. Dans 80% des cas, il y a un utilisateur dans l'entreprise ou du foyer qui a commis une erreur. C'est-à-dire qu'il a cliqué sur un lien malveillant, il a ouvert une pièce jointe dans laquelle il y avait un virus. En fait, vous pouvez avoir le meilleur antivirus, le meilleur serveur proxy du monde. Si vous donnez vos codes à l'attaquant, globalement, il va réussir à rentrer. Donc en fait, l'utilisateur est un maillon essentiel de la chaîne de défense. Souvent, vu d'un hacker, l'utilisateur, c'est un des maillons faibles qu'il va pouvoir utiliser. Donc chez Enedis, fort de ce constat, on essaye de se positionner sur un peu un contre-pied. C'est-à-dire qu'on veut que nos utilisateurs deviennent des maillons forts. Alors il y a plusieurs moyens pour y arriver. Il y a la sensibilisation. Mais vraiment, si je peux vous donner un conseil, la base de la base, et ça c'est assez ancré dans la culture française, c'est que vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un qui fait un malaise, naturellement, en fait, vous allez mettre en place votre devoir d'alerte. Si vous ne savez pas comment réagir, vous allez prévenir les secours. Eh bien, au niveau numérique, on essaye d'inculquer cette même logique au niveau de nos salariés, qui est de leur dire, à minima, vous n'êtes pas informaticien de haut vol, il n'y a pas de problème. Par contre, vous devez prévenir les secours, vous devez alerter les personnes. Donc, on va essayer de rendre nos utilisateurs ce qu'on appelle des maillons forts. Alors, il y a plein de systèmes, c'est-à-dire qu'on va faire de la communication, on va passer des messages, on a ce qu'on appelle des écrans dynamiques sur lesquels on fait passer les messages, on a des mails, tout ça, effectivement, ça peut porter un certain nombre de fruits. Mais on a aussi un fort investissement, ça c'est une de mes missions principales, c'est d'aller voir chaque service, chaque utilisateur et de faire une sensibilisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va leur expliquer c'est quoi le risque, qu'est-ce que vous risquez. On va leur faire toucher du doigt ce qui peut leur arriver s'ils se font avoir. Ça c'est très important pour une sensibilisation parce qu'en fait aujourd'hui, on a un peu à l'esprit quelque chose de nébuleux. Bon, les hackers attaquent les grandes entreprises, moi je ne serais pas concerné, pourquoi est-ce qu'ils m'attaqueraient moi? Franchement, il n'y a pas grand-chose à voler chez moi. Donc on essaye de, on va dire, déconstruire un peu tout ce mécanisme un peu fantasmé malheureusement, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes dans la salle, moi y compris, les différents intervenants aussi, on peut tous être concernés par une attaque. Se faire voler 50 € par une arnaque sur une publicité sur Facebook, le hacker, globalement, il va les prendre ces 50 €. Puis vous allez les perdre. Donc c'est déjà faire toucher du doigt cette réalité. Et une fois qu'on a réussi un petit peu à faire prendre conscience, alors je suis un peu un marchand de terreur dans mes sensibilisations, parce que globalement je vais faire peur aux gens, on va pouvoir passer un message de prévention. Voilà comment vous devez réagir. Je vous le disais tout à l'heure, à minima vous devez alerter. Ça c'est la première, c'est la pierre angulaire, on va dire, de la cyber. Vous devez prévenir au moindre doute. Et ensuite on va leur donner un certain nombre de consignes. Attention dans telle situation, verrouillez vos sessions d'ordinateur. Oui, moi je peux vous envoyer un mail en votre nom en disant à tout le monde demain je ramène les croissants pour vous faire une petite blague, voire des choses un peu moins bienveillantes, mais bon, on va y passer vite, sinon j'ai un collègue de l'ANSSI qui va me dénoncer en disant il fait des trucs malveillants dans son entreprise. Donc l'idée c'est qu'une fois que vous avez vraiment ouvert un peu l'esprit des gens sur ce qu'ils risquent, c'est de leur apporter des solutions concrètes, exploitables dans leur quotidien. Et vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est de dire aux personnes qui sont là, ce que je vous porte comme message, vous allez vous en servir dans le cadre du boulot, mais ça marche aussi très bien chez vous.
Donc c'est un message qui vous sert dans tous les aspects de votre vie. Et en essayant d'élargir cette partie-là, donc on fait peur, on fait prendre conscience, on sensibilise et on explique que ça sert tous les jours. Et que globalement, malheureusement, j'aimerais que ça soit différent, mais tous dans la salle, à un moment ou un autre, on aura un accident de voiture. Au niveau cyber, c'est pareil. Il y a un moment où on se fera avoir. Mais si vous avez des bons comportements, des bons réflexes, que vous alertez et que vous êtes prudent, l'incident cyber aura une incidence, une conséquence relativement limitée. Et c'est ça qu'on essaye d'apporter. C'est d'avoir un bon comportement qui vous met en sécurité numérique, donc votre intégrité numérique, et éviter justement qu'on aille sur des choses beaucoup plus graves qui vont jusqu'à ce qu'on appelle des usurpations d'identité. Et là, on va dire c'est le gros accident. Donc voilà le message qu'on essaye de passer sous ce format pour faire prendre conscience à tous les opérateurs. Et ça, j'ai souvent des gens qui sont des agents de terrain qui me disent « T'es gentil, mais la cyber, c'est bien pour les gens qui bossent dans les bureaux. » En fait, du moment qu'on a une adresse mail, qu'on a un smartphone, qu'on a un ordinateur, qu'on a des codes d'accès au SI de son entreprise, on est tous concernés par les risques cyber. Et globalement, je pense que c'est 98% de la population française actuelle. Donc plus de mots de passe écrits sur un post-it sur l'écran, c'est ça? Ah bah si, parce que sinon je perds mon boulot. Après, comment je fais pour sensibiliser les gens si j'ai plus de bons exemples croustillants à leur mettre sous le nez? D'accord. Merci pour ces bonnes pratiques. Et Nicolas, donc, on va parler plutôt de réglementation. Comment la réglementation évolue? On parle de NIS2, de code réseau. Est-ce que les entreprises qui sont ici seront concernées par NIS2? Qu'est-ce qui va arriver aussi avec la transposition au niveau national de ces directives? Alors, si tu me le permets, je vais élargir un tout petit peu et rebondir sur ce que disait Jordan. Déjà, on a l'habitude de dire à l'ANSSI, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous, et c'est pas anodin, c'est parce que c'est de plus en plus le cas. Si on prend un peu l'histoire, par exemple, de la sécurité physique au niveau de l'habitat, on a commencé par vivre sans mur, puis par se rapprocher les uns des autres pour se mettre en sécurité, puis par mettre des portes, puis des verrous, puis maintenant des alarmes. C'est un peu pareil avec la sécurité numérique. On a commencé, tout était ouvert, c'était le monde libre, on était tout nus, et là maintenant il faut commencer à s'habiller et à faire très attention en fait. Et voilà. Et donc évidemment je partage ce que disait Jordan et je le relais. Et donc malgré tout, même si la cybersécurité c'est lié, c'est indexé en fait à l'IT, à l'OT, malgré tout, c'est une discipline qui est très naissante, beaucoup plus naissante évidemment que l'IT, et elle est seulement émergente aujourd'hui. Les premiers cadres réglementaires qui se sont inscrits en France, le premier était une réglementation nationale dite la LPM, qui a donné lieu à des opérateurs d'importance vitale, donc qui étaient très ciblés et qui est née en 2016. Puis, dans la continuité, est arrivée en 2018 la directive NIS, qui est une directive donc européenne, donc c'est un cadre européen qui a été transposé en droit français en 2018. L'objectif finalement, la directive NIS, elle a donné lieu à des opérateurs de services essentiels. Cette dernière, finalement, elle visait certains secteurs identifiés comme les plus critiques, finalement les plus sensibles, les plus essentiels pour le coup. Et elle ciblait finalement seulement quelques dizaines, quelques centaines d'opérateurs qui étaient les majeurs, qui étaient identifiés comme les opérateurs majeurs. Là, on est en train de travailler suite à l'arrivée d'une nouvelle mouture de la directive NIS, dite NIS 2, qui a été publiée au journal officiel de l'Union européenne en décembre 2022 et qui nous donne 21 mois de transposition. Donc en octobre 2024, elle sera mise en application en France. Et elle va concerner, et c'est un gros changement de paradigme. Pourquoi ? Parce que là où on passe de quelques centaines d'opérateurs bien ciblés, bien identifiés, globalement, là, on a un élargissement du périmètre qui est majeur. Cet élargissement du périmètre fait qu'on va passer de ces quelques centaines à des milliers d'opérateurs qui vont être régulés. Ça va aller de la TPE jusqu'au CAC 40, enfin jusqu'aux entreprises du niveau CAC 40 évidemment.
les chaînes d'approvisionnement seront concernées également, puisque finalement, comme le disait Jordan, le problème, c'est qu'en fait, on est dans un environnement, il n'est pas naturel, il est numérique, mais c'est un environnement. Il y a beaucoup de points d'accès, parce que les entreprises en particulier, évidemment, ont beaucoup d'infrastructures réseau, ont beaucoup de sites internet. Tout ça offre finalement une surface de contact pour que des attaquants puissent essayer finalement de rentrer à l'intérieur de votre environnement. Et donc tout ça pour dire que la chaîne d'approvisionnement devient un point d'entrée privilégié. Et pour vous dire à quel point ce périmètre est, de mon point de vue, pertinent, c'est que finalement l'ANSSI, elle collecte beaucoup de remontées d'incidents. Sur l'ensemble de ces collectes, on mesure à environ 60% le nombre de PME qui ont été concernées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les attaquants ciblent pas spécifiquement un groupe comme EDF, Enedis, l'INRIA, parce qu'ils sont gros et qu'ils représentent beaucoup d'argent. Ils ciblent la facilité. En fait, selon le profil de l'attaquant, il va cibler différemment les structures. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunistes. Les attaquants sont de plus en plus organisés et automatisent de plus en plus. Donc, ils ne se limitent pas à quelques gros qui pourraient hypothétiquement leur rapporter beaucoup d'argent, mais modulo beaucoup d'investissements. Ils ciblent de façon massive l'écosystème économique, tout simplement. Donc pour revenir sur Nice 2, cet élargissement de périmètre est assez conséquent. Il va s'appuyer sur finalement on va identifier les structures qui seront régulées selon leur format. Donc à partir d'un certain nombre de salariés dans l'entreprise. On relève notamment 250 salariés pour une première tranche, 50 salariés pour une autre tranche. Ça sera une mise en application sur des critères matriciels. Donc il y aura le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est aussi un point de départ. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Il restera la possibilité pour l'ANSSI, si elle identifie, par exemple, un prestataire, ou on va dire un partie prenante d'une chaîne d'approvisionnement sensible, elle pourra tout à fait se permettre d'aller désigner l'opérateur en question, petit ou gros. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Donc ça veut dire que globalement, je pense qu'à peu près ici, il y a une grosse majorité des structures qui sont présentes, qui seront concernées demain par cette directive. Et il faut savoir que même si l'ANSSI exerce son pouvoir de façon, je dirais, bienveillante, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les acteurs régulés, on les appelle nos bénéficiaires. Déjà, ça veut un peu dire, le champ lexical veut déjà un peu exprimer la façon qu'on a de travailler avec ces acteurs régulés. Notre objectif, c'est pas de les réguler de la même manière, on va dire, que pour le RGPD, où on est très rigoureux. On sait que la discipline est en naissante. On est attentif à comment réagit l'écosystème aux exigences techniques. On est attentif à la réalité opérationnelle. Et malgré tout, là, on passe à une échelle qui est du niveau, on va dire, industriel. Et donc, le pouvoir de sanction voulu par la communauté européenne a été accru. Et demain, on aura un pouvoir de sanction qui s'apparentera à celui du RGPD. C'est-à-dire, pour des grosses structures, ça sera 2% du chiffre d'affaires international. Et pour des plus petites structures type PME, ça sera 1,4%. Ce qui est donc, du coup, pas négligeable. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et ensuite, donc ça, c'est le cadre réglementaire généraliste qui va s'appliquer à beaucoup d'entre nous, puisque c'est à la fois des structures qui sont privées comme publiques. Certaines collectivités territoriales seront concernées, bien sûr. Et ensuite, il y a un cadre juridique dédié au secteur de l'énergie qui est en train de voir le jour, sur lequel la Commission européenne et nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois. Et ce cadre-là, qui s'appelle le code de réseau, le network code, doit voir le jour là, incessamment sous peu cette année. Ça devait déjà être le cas, mais avec la situation russo-ukrainienne, les problématiques de délestage qu'il a fallu construire, les problématiques énergétiques qui en ont émergé,
il a été nécessaire pour eux de travailler sur d'autres sujets. Et ce cadre réglementaire-là, il va avoir un peu la même manière de s'appliquer à l'écosystème, mais vraiment en pointant du doigt spécifiquement les acteurs de l'énergie, en finalement requérissant le fait de mettre en place une analyse de risque qui permettra de voir finalement quelles sont les zones les plus sensibles et surtout quelles sont les parties de l'infrastructure, les applications que les acteurs possèdent les plus sensibles et sur lesquelles il est nécessaire de mettre en œuvre des règles techniques pour éviter finalement un effondrement du réseau électrique. Et le point de départ, c'est ça. On évite l'effondrement du réseau électrique. Donc petit ou gros, si vous êtes partie prenante dans l'équilibrage du réseau électrique, vous serez à 95% concerné par le code de réseau. Donc important de se préparer. Je sais qu'il y a des aides aussi de la BPI qui aident les entreprises à faire un premier diagnostic cybersécurité. Oui, on a une question dans le public. Pardon ? Il y a exactement l'équivalent, c'est-à-dire ils vont faire quasiment une copie conforme modulo des spécificités métiers pour le gaz et ça devrait sortir 3-4 ans après le code de réseau. Donc ça veut dire là dans 3-4 ans. Et pour l'hydrogène également. Donc en fait le code de réseau gaz sera en fait un code de réseau gaz et hydrogène. Et juste par rapport à ce que tu viens de dire, oui, il y a la BPI qui vient de lancer des aides pour vous permettre de diagnostiquer où vous en êtes en matière de cybersécurité. Alors c'est pas la BPI, c'est la Direction Générale des Entreprises, donc Bercy en fait, qui a mis en place une enveloppe que la BPI gère, quoi. Et c'est intéressant, je pense, d'aller jeter un œil, d'autant plus qu'ils sont intéressés à ce que les entreprises spécifiquement de l'énergie s'adressent à cette aide-là, quoi. Et je pensais à autre chose. Non, mais c'est à peu près tout. Ouais. Merci Nicolas. Je t'en prie. On a parlé des augmentations d'attaques auprès des PME. Enedis est bien un outil très, très important qui est le CERT, donc le Computer Emergency Response Team. Est-ce que tu peux nous dire, Jordan, quel est le rôle de cet outil, quelles sont les missions du CERT et est-ce que les entreprises qui travaillent pour Enedis, les sous-traitants, y ont accès ou ils peuvent accéder à d'autres outils de ce type? Ok, donc pour démystifier, le CERT, Computer Emergency Response Team, en fait, c'est un service qu'on peut retrouver dans un certain nombre d'entreprises en France et à l'international. Après, il y a aussi un CERT national, mais que je connais moins, vu qu'on a notre propre CERT. Le rôle de ce service, c'est d'assurer la défense de l'organisation, des infrastructures et d'une entreprise. Chaque CERT, en fait, peut avoir, on va dire, un dimensionnement qui est différent. Chez Enedis, on a fait le choix d'avoir un CERT qui est bien doté, vu qu'on a un effectif de 70 personnes, et qui sont découpés en équipes de couleurs. C'est un moyen mnémotechnique un peu plus simple. Donc on a la Blue Team, l'équipe de défense, on a la Red Team, l'équipe d'attaque, donc des gens qui ont des compétences de hacking, qui vont tester nos réseaux un peu comme un crash test, globalement, pour les voitures, pour vérifier si nos protections réagissent bien. On a la Purple Team, qui va faire de la veille et du suivi réglementaire. On a aussi la White Team, qui va nous aider à construire nos exercices, parce que pour se préparer en cas d'impact, on doit faire des exercices. Un petit peu comme quand une fois par an, on déclenche l'alarme incendie dans un bâtiment pour voir si les gens savent réagir. Au niveau cyber, on doit aussi mettre en place des exercices. On arrive le matin, vous n'avez plus accès à vos ordinateurs, mais vous devez continuer à travailler. Ils ont été piratés, vous ne pouvez plus les ouvrir. C'est des choses qu'on va mettre en place, mais aussi des plans de résilience. Parce que, comme je vous disais, globalement, à un moment ou à un autre, il y aura forcément un hacker qui va réussir à nous atteindre, aussi bien professionnellement qu'à titre perso, et on doit être prêt. On doit avoir fait les manœuvres de secours, on doit savoir où est le point de rassemblement, etc. On doit savoir qui contacter pour remonter l'alerte. Donc, notre dernière équipe, c'est la Tool Team, donc là pour le coup il n'y a pas de couleur, mais qui va travailler sur le développement d'outils en interne pour assurer le fonctionnement du CERT. Ce CERT, en fait, il intervient pour l'accompagnement, pour guider les utilisateurs. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui faisaient des crash tests.
on va aussi faire des exercices de phishing avec des envois de mails vers tous nos utilisateurs, nos collaborateurs à la Mail France pour voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils se font avoir ou pas. On va avoir aussi des alertes qui remontent, c'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre un mail malveillant ou qui branche une clé USB sur laquelle il y a un fichier qui est, on va dire, discutable, l'antivirus va réagir, remonter des alertes, et là le CERT va entrer en action pour communiquer et accompagner la personne, faire de la sensibilisation. Donc moi j'interviens aussi pour expliquer, bah non, la clé USB qui traîne chez toi, que tout le monde utilise à la maison, tu ne dois pas la brancher au boulot. On a mis en place aussi un système d'alerte qui est assez intéressant. C'est par défaut, donc on utilise la messagerie Outlook, et on a intégré un petit bouton qui est disponible sur toutes les messageries Outlook de toutes les personnes qui travaillent chez Enedis, et qui permet, alors on appelle ça le bouton cyberalerte. Vous recevez un mail qui vous paraît malveillant, vous ne savez pas trop si c'est officiel ou pas, vous avez un doute, plutôt que d'être livré à vous-même et d'essayer de commencer à faire des recherches sur Google, en fait vous cliquez sur ce bouton. Ce mail il va partir à destination du CERT, et on a mis en place un système qui est quand même assez dimensionné, parce qu'en 5 minutes, les 10 minutes vraiment extrêmes, il y a un expert en cybersécurité qui vous répond en vous disant est-ce qu'on peut ouvrir ou pas le mail, ou est-ce qu'il faut le supprimer. En fait, notre CERT, on l'a vraiment dimensionné pour être en soutien des utilisateurs. Ça dépend de chaque entreprise qui est libre d'organiser son CERT comme elle le souhaite, ou de souscrire au CERT national, donc qui est un organisme, on va dire, qui propose des services équivalents, mais pour des entreprises, des petites structures, qui n'auraient pas forcément, on va dire, le dimensionnement pour se payer un CERT en interne. Parce que globalement, il y a des CERT qui vont de 5 personnes, nous on est à 70, c'est très nombreux, on a un groupe de 35 000 collaborateurs, donc voilà, ça fait, quand on ramène à la taille de l'entreprise, voilà, on voit la cohérence. Mais donc le boulot de ce CERT, c'est d'accompagner, de sensibiliser, de guider, de protéger. On l'a vraiment construit dans ce sens-là. Moi, je suis un peu le bras armé en région du CERT, de façon à aller voir vraiment l'utilisateur, tous les utilisateurs finaux, pour essayer de leur porter cette bonne parole. En ce qui concerne les prestataires avec qui on travaille, donc notre CERT n'a pas vocation à fournir une prestation de défense, de surveillance aux entreprises avec lesquelles on travaille. Donc dans ces cas-là, on leur conseille plutôt de se rapprocher du CERT national pour là voir comment ils peuvent être accompagnés. Très intéressant. Donc si jamais vous êtes attaqué, n'hésitez pas à contacter le CERT, c'est les urgences cyber. Merci beaucoup. Et peut-être pour terminer, Rodrigue, tu en as parlé déjà un tout petit peu du programme de transfert du campus cyber. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Peut-être ça peut intéresser les entreprises ici. Comment profiter de ce type d'opportunités du campus cyber? Est-ce qu'il y a des annonces, des choses à venir? Alors effectivement, au niveau du campus cyber, donc, on opère ce programme. Donc on doit être en interaction un peu avec toutes les industries pour essayer de comprendre un peu les problématiques qui les intéressent en matière de recherche, et aussi identifier chez nous en interne, donc, puisque INRIA opère ce programme. Donc, j'ai parlé d'INRIA, mais on travaille beaucoup avec le CNRS, le CEA, Institut Mines Télécom, toutes les autres structures académiques françaises, et en bonne collaboration, justement pour identifier les sujets de recherche qui sont portés par ces différentes structures, et voir comment accompagner aussi la transformation digitale des entreprises pour les permettre d'aller plus vite. Alors, une petite anecdote, moi j'ai tendance à regarder la recherche sur une façon, peut-être qu'on est dans le domaine de l'énergie, on peut donner l'image, donc imaginez que vous avez une certaine quantité d'énergie et que vous devez traiter plusieurs sujets. Si vous mettez cette quantité d'énergie sur un seul sujet, vous pouvez être très performant, mais si vous décidez de travailler sur tous les sujets, donc vous allez avoir moins d'énergie sur chacun des sujets. Donc le campus cyber, c'est un lieu où on peut avoir tout un ensemble d'acteurs majeurs sur plusieurs sujets. Donc l'idée, c'est de travailler un peu ces collaborations entre chacun des acteurs pour que chacun reste fort sur son sujet de prédilection. Et on peut donner l'idée aussi, une autre idée associative qui peut être aussi, à une certaine époque dans le passé, on avait des caméras pour prendre des photos. On avait des appareils MP3 pour écouter de la musique. On avait
des appareils pour enregistrer l'audio. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit pourquoi ne pas tout mettre dans un seul objet, qui est devenu le smartphone. Donc l'idée, c'est un peu ça au niveau du campus cyber, d'avoir tous ces acteurs, je pense, qui sont surtout des sujets très différents, et voir un peu comment justement cette force qui est positionnée géographiquement à un lieu peut se cumuler pour faire en sorte qu'on arrive à créer les sujets de demain, comme le fait Google déjà. Je n'ai pas l'impression qu'ils perdent en énergie sur un sujet. Ils agrègent plutôt des sujets différents, mais avec le maximum de force. Donc, et ils restent très forts globalement sur tous les sujets. Donc c'est un peu l'idée, en tout cas qui est née du campus cyber, c'est de mettre à un lieu des acteurs majeurs, de les permettre de collaborer ensemble, qu'ils restent forts et qu'ils arrivent à développer des sujets à forte valeur. Alors pour le secteur de l'énergie, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est on aimerait mettre en place des rencontres recherche-industrie, en particulier industrie de l'énergie, et permettre à des industriels d'exprimer un peu leurs besoins scientifiques sur des sujets et d'identifier les chercheurs qui travaillent sur ces sujets et faire en sorte qu'il y ait des collaborations qui naissent et permettre d'aller plus vite, plus loin, plus fort. C'est un peu l'idée. Donc, si vous voulez discuter avec nos chercheurs, pas seulement INRIA, puisqu'on est dans un programme qu'on pilote avec l'ensemble des partenaires académiques. Donc, on peut aussi travailler avec les autres partenaires pour identifier les meilleurs chercheurs qui peuvent vous aider à aller plus loin sur vos sujets. Voilà. Super, donc une espèce de couteau suisse de la cybersécurité auquel on peut contribuer. Oui, voilà. Donc, après, c'est vrai que la collaboration, c'est toujours un sujet compliqué puisque chacun arrive avec. Il faut gérer les problématiques de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup à gérer de ce côté-là, mais des acteurs comme Google, ils y arrivent. Donc, ils arrivent à agréger. Ils ont commencé par un Gmail gratuit pour tout le monde. Et maintenant, ils sont présents partout et on est presque indépendant de tout ce qu'ils développent, puisque c'est devenu des points assez... des outils assez utilisés aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de ne pas être naïf, de se dire aussi que la collaboration, ça peut être une force, et de permettre justement aux gens, aux structures, de passer le cap de collaborer, de mettre ensemble des experts de différents domaines pour aller plus loin sur une connaissance et pour aller plus loin dans le développement de produits. Super, donc si vous avez des sujets à développer avec des chercheurs, n'hésitez pas à vous manifester avec Rodrigue. Il nous reste un tout petit peu de temps, je pense, pour reprendre des questions du public. Donc, oui. Oui, bonjour. Vous parlez de Google et dans le cyber, on sait que l'hébergement des serveurs est stratégique et Google, je crois, n'a pas ses serveurs hébergés en France. Comment pouvez-vous faire ? Google n'a pas ses serveurs hébergés en France, mais Google, on peut dire qu'il y a une forme de prise de contrôle au niveau global sur la planète, puisque les gens sont devenus tellement indépendants des outils maintenant ils ont été habitués à utiliser ces outils-là, ils ont du mal à sortir de ces utilisations. Après, les questions, est-ce que l'Europe doit se positionner uniquement sur le volet de la réglementation ou pas ? Ça, c'est une vraie question. Maintenant, il y a aussi des réponses en matière de recherche qui est de dire aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser à des systèmes qui permettraient à toutes les structures qui ont la possibilité de développer de la donnée, de les mettre dans des bacs à sable ou bien des entraves qui peuvent justement, des data lakes, qui peuvent permettre d'héberger ces données-là. Et est-ce qu'on est obligé, l'autre question qu'on peut se poser aussi, et la science essaie de répondre à ça, est-ce qu'on peut déposer nos données dans des clouds qui ne sont pas forcément des clouds amis? Donc on peut aussi résoudre ces problématiques-là par des technologies comme la crypto-homomorphe qui permet justement de travailler autrement la mise, le dépôt de la donnée quelque part, et interdire à des utilisateurs de pouvoir, même celui qui héberge vos données ne peut pas l'utiliser. Vous pouvez protéger ça. Donc il y a des technologies qui existent aujourd'hui qui se déploient là-dessus.
Donc je pense que les serveurs, on ne pourra pas empêcher aux serveurs d'être autre part qu'en France, et on ne pourra pas empêcher aux entreprises françaises de déposer leurs données autre part qu'en France. Par contre, on peut aussi permettre par des technologies que les données, quand ils sont déposées sur des serveurs ennemis ou bien pas amis, qu'elles ne soient pas accessibles par ces entités. Je me permets, alors je vais compléter sur le point que vous venez d'aborder, mais juste avant, je voulais rectifier un tout petit point. Le CERT dont tu parlais tout à l'heure, national, qui s'appelle le CERT-FR, c'est une structure qui ne s'adresse pas seulement aux petites structures, mais qui s'adresse à tout le monde, mais en premier lieu aux structures régulées, donc aux structures les plus sensibles, ou celles en tout cas qui, si demain elles tombent, on est nombreux à tomber derrière, quoi, à avoir des problématiques de fonctionnement. Bon, voilà, ça c'est juste un premier point. Il faut savoir que l'ANSSI a construit pas mal d'outils pour accompagner la société à se grandir en matière de sécurisation numérique, notamment quand on parle du CERT-FR, donc le CERT national. On a commencé à inaugurer les premiers CERT régionaux qui, eux, justement, ont vocation à être au plus proche de l'écosystème et de la réalité territoriale des structures qui se trouvent sur une zone géographique. Et donc, dès aujourd'hui pour certains d'entre vous, et puis demain pour ceux qui n'en bénéficient pas encore dans leur région, il y aura des CERT qui seront dédiés à des structures plus modestes ou des structures qui, tout simplement dans l'urgence, ne savent pas avec qui s'adresser, ils se tourneront vers le CERT régional. Quand on parle de CERT, on parle aussi indirectement du cadre réglementaire dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire, et demain pour ceux qui ne sont pas régulés actuellement, le cadre réglementaire impose les remontées d'incidents au CERT FR. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ces incidents-là que nous, chez nous, on a de la matière première pour finalement connaître le type d'attaque, le nombre d'attaques et profiler les attaquants et savoir finalement quelle est la menace à laquelle on est soumise, quelle est cette diversité de menaces, la cartographier et mieux adapter nos méthodes, nos pratiques de travail pour y répondre, voire pour les anticiper. Donc c'est une importance juridique, mais aussi technique. Voilà, ça c'était un premier point. Un deuxième point, c'est oui, ce que vous disiez, effectivement, quand on exploite des outils informatiques qui sont finalement logés chez Google, c'est sur un serveur qui passe aux États-Unis, on sait quelles sont les problématiques afférentes à ça. Ce qui implique qu'il faut se poser la question aujourd'hui, si vous êtes dans de la R&D ou en tout cas si vous développez un produit innovant, de où est-ce que vous stockez vos informations, c'est une question qui est évidemment sensible et qu'il faut se poser. Ça veut pouvoir sous-entendre potentiellement d'avoir peut-être un fonctionnement à deux vitesses, avec un fonctionnement, on va dire, quotidien, agile, grâce à ce type d'outils qui sont très performants, il faut le dire aussi, et un fonctionnement peut-être un peu plus contraint, mais plus sécurisé aussi par rapport à finalement où vont être véhiculées mes données et comment les protéger. Et ça pose du coup la question de la souveraineté, et il faut savoir qu'actuellement on travaille sur ce qu'on va appeler, on va dire, je vais appeler ça communément le cloud de confiance. On essaie de stimuler justement un écosystème qui est un mélange d'acteurs économiques autant américains ou autres, donc des Google ou des Amazon, pour pouvoir bénéficier d'espaces de stockage, de serveurs qui seront situés justement en Europe. Et donc ça c'est un travail qui est en cours et on espère que ça verra le jour justement dans ce sens-là. C'est un petit peu un lien avec l'appel à projet SecNum Cloud. C'est tout à fait en lien avec le projet SecNum Cloud. Le truc, c'est que c'est des projets qui sont conséquents, difficiles à mettre en œuvre parce que c'est des acteurs qui, évidemment, ont aussi des contraintes de fonctionnement, comme nous tous. Et quand on en réunit plusieurs et quand on demande à ce que, finalement, certaines lois extraterritoriales ne s'appliquent pas chez nous, ça veut dire mettre en place une construction juridique et économique complexe pour un Google, venir mettre des serveurs en Europe et héberger ses applications en Europe. Évidemment, ça a un coût colossal, donc qui va le payer? Est-ce qu'il y a un marché à prendre? Comment on construit tout ça? Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc là, la dynamique, elle est en train de se construire. On était en train de la construire au niveau national, mais elle est en train aussi de commencer à bouger au niveau européen, ce qui serait une solution pour que l'écosystème vraiment voit des opportunités, tout simplement. Enfin, quand je dis l'écosystème, que les acteurs économiques qui proposent ce type de service voient des opportunités de marché. Voilà. D'accord, merci beaucoup.
On a une autre question? Non, soyez pas désolés, au contraire. Donc je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au CERT. Ça veut dire que les entreprises qui vont gérer des réseaux seront certifiées CERT, quelque part, mais ça veut aller plus loin, c'est que les entreprises qui vont mettre en place dans le cadre de marchés publics des réseaux enterrés devraient être aussi CERT, quelque part. Parce que souvent, dans le cadre des marchés publics, on peut voir apparaître des entreprises qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas soumis à ce cadre. Alors, le CERT, c'est disconnecté de la logique de réseau. Le CERT, c'est vraiment comme les pompiers. Vous vous faites attaquer, eux, ils ont des connaissances, des compétences, et ils peuvent vous les mettre à disposition s'ils en ont les moyens, évidemment, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même noter qu'il y a plus d'attaques et donc de problématiques vécues dans des organisations que de capacité de réponse globalement via des CERT. Hein. Donc le CERT, c'est vraiment une entité spécifique qui vous aide à, ok, vous vous êtes fait attaquer, vous ne savez pas ce qui se passe, ben on va aller déjà explorer votre réseau, comment il est construit. Maintenant, comment il est construit, quelles sont les hypothèses qui nous permettent d'identifier où pourrait être un attaquant et comment on peut finalement identifier qu'il y a effectivement un attaquant, comprendre ce que fait l'attaquant et pourquoi il est là, le pourquoi du comment et comment on peut le sortir de façon, on va dire, adapté, parce que l'attaquant, lui, de son côté, il n'est pas inerte, quoi. Il est dynamique. Donc, s'il voit qu'on a vu qu'il était là, bah, lui aussi va réagir, et ainsi de suite. Voilà. Mais effectivement, par rapport à la problématique de structures qui viennent de l'étranger, la NIS 2 vise à répondre à cette problématique-là, justement, en contraignant des structures externes, étrangères, à se conformer à une tout ou partie, se conformer à nos exigences en matière de sécurité numérique. Je vous en prie. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, je prendrai le mot de la fin. Donc, on en a appris beaucoup sur à la fois comment sensibiliser des équipes terrain, quelles sont les évolutions de la réglementation, quelles sont les opportunités de le monde de la recherche pour faire rencontrer l'industrie et la recherche. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur ces points-là, et les intervenants restent peut-être un tout petit peu ici encore si vous avez des questions à poser. Et merci beaucoup d'avoir résisté jusqu'à 12h45, l'heure du déjeuner. Merci beaucoup.